métier de Cynthia, donc qui serait plutôt collaboratrice à la direction d'acteur. C'est un métier assez rare qui existe, qui n'est pas un métier traditionnel sur les plateaux de tournage français. Ça fait pas partie des métiers traditionnels du tournage d'un film, de la fabrication d'un film. Toi, c'était la première fois que tu rencontrais quelqu'un qui faisait ce métier-là. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait et ce que ça changeait pour toi en tant que comédien ? Absolument, ouais, c'était la première fois. J'avais déjà entendu parler d'acteurs qui avaient recours à des coachs en amont du tournage pour se préparer, pour répéter le texte. Je sais que par exemple un grand acteur comme André Dussolier a toujours un partenaire avec qui il répète, avec qui il apprend sa partition. Je sais qu'aux États-Unis aussi, ça arrive que des coachs accompagnent les acteurs pendant le tournage, mais c'est vrai qu'en France, il y a une telle politique des auteurs qu'on a l'impression que c'est le metteur en scène qui prend en charge toute la fabrication, depuis le repérage jusqu'à la mise en scène, l'écriture du scénario, la conception des personnages et la direction d'acteur, qui est le dernier moment de travail en fait entre un acteur et le metteur en scène. Donc on a l'impression que c'est le metteur en scène qui doit absolument tout savoir sur tout, la mise en scène, les personnages. Moi j'ai eu la chance de tourner avec des très bons metteurs en scène, et effectivement ils ont tous une façon de diriger les acteurs différente. Il n'y a pas une méthode, je dirais, il y a vraiment, que ce soit Romer par exemple, qui lui fait une seule prise, sans donner beaucoup d'indications. Sa direction d'acteur vient avant, au moment du choix des acteurs. C'est-à-dire qu'il attend vraiment d'être sûr que l'acteur qu'il choisit correspond au personnage qu'il a écrit pour l'engager, et après il lui fait confiance et il le laisse jouer la scène sans beaucoup intervenir. D'autres metteurs en scène comme Jacques Doyon, dont tu as montré La fille de 15 ans ici, au contraire, lui, il fait quelques répétitions avant le tournage, et puis au moment du tournage, il est prêt à faire 50 prises, des fois même il fait 100 prises. Donc tout ça, pour sa méthode à lui de direction, c'est au contraire beaucoup parler, quasiment épuiser ses acteurs en faisant tellement de prises que l'acteur sait plus ce qu'il joue, il est même quasiment dans un état second, un peu perdu, et il est juste en train de subir cette espèce de répétition à outrance. Donc j'ai eu une expérience différente sur la direction d'acteur, et là c'était la première fois que j'avais quelqu'un à côté du metteur en scène qui intervenait autant que le metteur en scène pour diriger la scène, pour diriger les acteurs. Et c'est vrai que ma première impression, c'était un petit peu déstabilisant, parce que Justine, la réalisatrice du film Victoria que vous allez voir, avait sa façon de s'exprimer, et Cynthia elles arrivaient quasiment toutes les deux pour nous parler. Cynthia utilisait des fois d'autres mots, et donc je me suis rendu compte dès ce moment-là que la direction d'acteur, c'était avant tout des mots qui étaient choisis. Donc là, comme il y avait deux personnes, c'était pas forcément les mêmes mots. Donc j'ai eu ce petit moment un peu de trouble, à savoir est-ce qu'il fallait que j'écoute plus Justine ou plus Cynthia. Et en fait, au bout d'un moment, je pense qu'elles-mêmes, si elles ont déjà travaillé, ont réussi à se roder assez rapidement sur Victoria. Et moi, je me suis aussi accommodé. Et puis au contraire, au bout d'un moment, j'attendais que Cynthia vienne me donner ses mots à elle. Et j'écoutais aussi les mots de Justine, et j'arrivais moi-même à faire une espèce de mélange des deux pour me laisser diriger, quoi. Mais c'est vrai que c'était surprenant au début, et je pense que ça vient aussi d'une certaine génération plus contemporaine, comme celle de Justine ou de Arthur Harari, qui sont des metteurs en scène peut-être moins auteuristes dans le sens traditionnel français, qui acceptent en fait d'avoir quelqu'un à côté d'eux qui ferait cette direction d'acteur avec eux. Ils pensent peut-être moins qu'ils sont censés tout savoir et tout maîtriser. Ils sont plus aptes à avoir des collaborateurs, en tout cas même à ce niveau très important de la direction d'acteur. Est-ce que tu peux juste nous donner un exemple concret d'une différence de langage, d'indication de la part de Justine et de Cynthia, par exemple ? En fait, Justine et Cynthia se connaissent très bien depuis très longtemps, elles sont amies, donc elles ont quand même une grande proximité. Mais je sais qu'il y avait un leitmotiv qui revenait tout le temps dans la bouche de Cynthia, c'était casser le texte. Il faut casser le texte. Donc au début, moi, quand je jouais ma scène, on arrive toujours avec une idée préconçue de ce qu'on doit jouer. Et dès que la prise était terminée, elle venait me voir et me disait non, il faut que tu casses le texte, il faut que tu casses le texte. Donc ça, je pense que c'est une des techniques de Cynthia qu'elle va sans doute nous expliquer. En tout cas, par rapport au film de Justine, effectivement, elle aime bien vous allez voir, enfin, elle aime bien que ce soit brouillon, surtout ne pas, quitte à ce que le texte se chevauche et tout, elle aime bien qu'on ne respecte pas nécessairement les points, les virgules, donc c'était pour ça que c'était dans le... Exactement, oui, mais ça faisait beaucoup partie justement de cette direction, parce que Justine, c'est quelqu'un qui met un grand soin au dialogue, donc on sentait bien que les dialogues étaient très importants, très bien écrits, très drôles, enfin il y avait vraiment tout l'univers de Justine, et même sa façon de s'exprimer à elle se retrouve dans les personnages, dans la façon de parler des personnages.
Donc il fallait à la fois respecter ce style et à la fois casser le texte. Donc c'est vrai qu'au début, moi j'étais un petit peu déstabilisé en me disant mais comment je peux casser le texte alors que on doit respecter quand même les mots. Et ça c'est vrai que c'est beaucoup le travail avec Cynthia qui vous dirige, quoi. C'est ça le sujet de la discussion d'aujourd'hui, c'est quoi diriger un acteur, quoi. Alors justement, Cynthia, on s'est dit tout à l'heure en préparant un petit peu cette rencontre que le terme qu'on utilise traditionnellement pour parler finalement du rapport du metteur en scène au comédien, ça s'appelle la direction d'acteur. Et comme on a appelé aujourd'hui la fabrica dirigée, et Cynthia disait que c'est pas vraiment le bon terme. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu interviens et par rapport voilà, à ce mot de direction d'acteur et à ce terme diriger un acteur? Oui, alors moi aussi, donc je suis aussi directrice de casting, donc j'arrive en amont sur le tournage. Et il y a tout ce moment du casting où, qui est pour moi déjà la recherche du personnage. Et elle est là à l'écriture, mais elle s'affine au casting et elle s'affine en prépa quand on travaille avec l'acteur et tout ça. Et ça continue sur le plateau, ça continue au montage. Le personnage se cherche tout du long, en fait. Et par rapport à la direction, pour moi, il ne s'agit jamais vraiment de diriger un comédien, mais plus de tourner autour du pot avec lui, de tourner autour du personnage, de chercher et de... Excusez-moi, je ne suis pas habituée à prendre la parole en public, donc je suis souvent de l'autre côté, et du coup, c'est pas évident. Mais donc pour moi, ce ne serait pas diriger, mais ce serait chercher, ce serait de déstabiliser, affiner, enfin c'est rôder autour en fait, mais c'est pas, il n'y a pas de tu fais ça, tu te mets comme ça, enfin voilà. Oui, en fait, parce que toi tu disais depuis le début du festival que tu appelais ça coach d'acteur, mais c'est vrai qu'en fait c'est pas vraiment ce terme-là que j'imagine de ce que tu fais. Toi tu parles plus de collaboration à la direction d'acteur. Ouais. Parce que coach, je pense qu'effectivement en France, ça fait plus, comme tu disais, un côté plus sportif. On a tout de suite l'impression qu'il y a des exercices et tout ça. Donc en fait, c'est un métier qui n'existe pas vraiment encore. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le terme officiel pour te désigner, quoi. Donc toi, tu appelles ça direction? Moi, j'appelle collaboration sa collaboration à la direction d'acteur. Et aussi directrice de casting. Voilà. Par exemple, sur le film Victoria de Justine Triet, donc comment ça se passe? Tu connais Justine Triet depuis longtemps, donc elle sait que comment vous partagez, comme ce que disait Melville, comment vous partagez la conception d'un personnage? Elle te donne le scénario à lire et ensuite elle te dit comment elle voit les personnages. Et toi, comment tu commences à chercher des comédiens? Comment ça se passe? Tu lui présentes des photos, tu lui dis des noms, tu lui montres des films? Comment ça se passe déjà la recherche d'un comédien pour un personnage écrit du scénario? Alors déjà, Justine peut me donner une idée plutôt vague. On va chercher, mais moi j'ai tendance à plutôt aller chercher. Je vais regarder les films et tout ça, mais je vais lui montrer aussi des interviews en fait. Pour moi, c'est un support très intéressant de voir la personne. En fait, je viens du casting sauvage, donc j'ai beaucoup travaillé avec des non professionnels, et du coup, je m'attache beaucoup à ce que la personne ait déjà en fait sa nature profonde. Et du coup, je vais peut-être lui donner des interviews d'acteurs et tout ça pour qu'elle ait plus accès. Elle ait une autre façon d'accéder à eux que par le jeu où il serait déjà mis en scène par des réalisateurs, déjà comprimés et tout ça. Du coup, voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que souvent, en fonction de ce qu'elle m'a donné comme point de repère et tout ça, et de ce que j'ai lu du scénario, je vais voilà, éplucher Internet, les sites des agences de comédiens, faire de tous les horizons. D'ailleurs, le casting de Justine, vous verrez, il y a beaucoup de castings sauvages aussi, enfin de non-professionnels. Parfois, c'est des gens de la scène, des musiciens, parfois des réalisateurs. Donc, elle laisse un vaste champ comme ça pour explorer en tant que casteuse. C'est assez délicieux. Et du coup, voilà. Donc moi, ce serait plus, je lui donne pas des photos, ça sert à rien. C'est trop. Même pour moi, c'est ingrat. Enfin, on a vraiment accès à pas grand-chose. Même si je travaille aussi avec mes préjugés et tout ça. Mais voilà, après, je vais lui donner des interviews, on va regarder ça ensemble. Et tout ce temps préalable comme ça, où on regarde ses interviews et tout ce qu'elle éjecte, tous ses refus, me permettent de vraiment affiner. Moi, tout ça, c'est de la matière que j'emmagasine pour plus tard, pour le jeu après, pour le travail sur le plateau, en fait. Tous ces refus, ce qu'elle a aimé. En fait, j'ai comme... tout ce cheminement pour aller vers le personnage, je l'emmagasine comme un
c'est comme si j'attrapais son inconscient en fait et je l'ai en mémoire au moment du tournage et ça m'aide énormément même pour revenir à des choses, pour aller rechercher d'autres choses. Donc ce temps de prépa de casting est vraiment essentiel pour cette collaboration après sur le plateau. Et par exemple, tu disais que le fait justement d'avoir participé à la préparation en amont, tu pouvais faire revenir des choses que la cinéaste elle-même avait oubliées. Et ça peut être de quel ordre, par exemple? Quel genre de choses peuvent revenir? C'est par exemple, si c'est par rapport à la caractérisation d'un personnage, ça va être vers quoi se dirige un comédien, et toi tu vas ramener vers une intention première. Enfin, comment ça se passe très concrètement? Parce qu'en fait, on s'imagine pas. Ouais. Non, mais par exemple, je pense pour le cas de mon personnage dans le film de Justine, il y avait un truc qui était très fort dès le début à la lecture du scénario, c'était le côté un peu survolté, hystérique et avec un débit très rapide, avec un type comme ça qui est un peu en boucle sur ses problèmes, assez narcissique. Et donc, moi, à la lecture du scénario, d'emblée, je me suis dit, tiens, il va falloir que je garde cette espèce de rythme un peu effréné dans le débit, une espèce d'agitation permanente. Et c'est vrai que quand on est acteur, on peut le tenir un petit peu, mais là, il fallait vraiment le tenir sur toutes les scènes, et des scènes des fois assez longues. Et on a l'énergie, quand on est acteur, qui fluctue un petit peu, dès qu'on a la pêche, puis après on redescend un petit peu. Donc là, je pense que le travail, dès le début, pour moi, et c'est là où Cynthia m'a beaucoup aidé, c'était de garder cette espèce de tension permanente, quoi. Et je pense que ça, je ne sais pas si ça se voyait dans les interviews en question que tu aurais vu de moi avant de proposer à Justine, ou que vous parliez du personnage et que je puisse l'incarner. Mais c'est vrai que c'est ce genre de moment où on a besoin de quelqu'un pour vous, en permanence, revenir vers vous, vous maintenir dans un état spécial, quoi, pour pas que ça redescende. Et puisque moi, en fait, comme je suis que sur le jeu et la création du personnage aussi, hein, il y a le costume et tout ça, mais du coup, je n'ai rien qui vient me distraire de ça. Donc je peux être vraiment là au taquet, justement, il faut garder cette tension-là tout le temps. Même si on tourne dans des ordres totalement différents, j'ai tout le temps ça en tête, en fait. C'est l'intérêt de ce poste, en fait, c'est que je suis mono-axé là-dessus. Oui, c'est ça, alors qu'un metteur en scène, il a toujours en tête la mise en scène, il doit diriger la lumière, enfin, il doit participer à plein d'étapes, à plein de postes. Et c'est vrai qu'à la direction d'acteur, en fait, il est souvent tout seul, le metteur en scène. Et c'est ce qui arrive en tout dernier dans un tournage. On a écrit, on a fait le casting, on a préparé la scène, on a fait le découpage, on a mis le travelling et tout ça. Mais ce qui est le plus important, finalement, c'est le moment où ça tourne et le moment où c'est à l'acteur de jouer. Et avant ce moment-là, le réalisateur, lui, il a déjà eu plein d'étapes. Ce qui fait que, bon, il y a des réalisateurs qui sont hyper fin, hyper doué. J'ai tourné par exemple avec Xavier Dolan, qui est un immense, déjà lui un très bon acteur et en plus un très bon directeur d'acteur. Mais j'ai aussi tourné avec des metteurs en scène qui, au moment de tourner, étaient tellement déjà fatigués et éprouvés par tout ce qu'ils avaient dû traverser pour en arriver à ce moment-là, qu'ils perdaient presque un peu leurs moyens et qu'ils ne savaient plus comment s'exprimer. D'autant que quand tu fais une scène, tu as des fois plus 2, 3, 4 acteurs et chaque acteur a besoin d'indications particulières. Donc là où c'est très important pour moi et où j'ai aimé beaucoup travailler avec Cynthia, c'est que justement au moment crucial pour nous les acteurs de jouer, on avait quelqu'un qui était uniquement concentré là-dessus, qui s'en foutait plus ou moins du travelling, enfin qui n'avait pas vraiment son... Soyons clairs. Hein, ouais. Non, mais parce qu'elle n'intervient pas du tout au niveau de la mise en scène, mais c'est vraiment purement la direction d'acteur. Ce qui fait qu'on a quelqu'un qui m'a vachement aidé justement en me disant, là tu redescends, là essaye de casser le texte pour retrouver cette espèce de folie. Et je trouve que c'est un poste qui est vraiment indispensable, quoi. Et Cynthia Melville dit chaque acteur a besoin d'indications particulières. Tu es d'accord avec ça? Chaque comédien, pour moi, tu chaque t'adaptes. comédien se dirige différemment, que ce soit du casting sauvage, un enfant. C'est vraiment une relation humaine, hein, donc il faut déceler son chemin. Il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup de nourriture psychologique. Un background, création du personnage, travailler le corps, tout ça. Il y en a d'autres, il ne faut surtout pas parler de psychologique. Il faut il faut vraiment adapter son... En fait, la direction d'acteur, pour moi, ce serait presque... Il faut s'adapter en permanence à la matière humaine et se comporter autrement, trouver d'autres chemins. Enfin, c'est du cas par cas, il n'y a pas de recette, hein, pour moi. C'est-à-dire que toi aussi, en fait, pendant le tournage, tu découvres l'acteur et la façon de lui parler. Ouais. Et donc tu trouves des mots qui vont correspondre à l'un et qui ne vont pas correspondre forcément à l'autre. Il y en a, il faut que ce soit plus sophistiqué, d'autres, ça peut être beaucoup plus brut comme langage. Enfin, c'est vraiment...
Mais tu le découvres sur le moment, tu le Un découvres peu en en prépa quand même, expérimentant. aux essais casting déjà, parce que les réels avec qui je travaille passent vraiment du temps aux essais casting, donc on a le temps, moi je suis là, on élabore ça, il y a tout ça aussi, tout ce moment-là. Après il y a les répètes, pour certains, d'autres pas, hein, mais donc il y a tout ce temps-là aussi où j'apprivoise et le réel et l'acteur en fait, et la langue du réel, et enfin donc Oui, donc tu es une sorte de traductrice, un peu. Il y a il y a la un peu de langue ça. du réalisateur, la langue du comédien. Ouais. Oui, parce que moi j'ai remarqué, en tout cas en tant qu'acteur, ça passe vraiment par les mots. C'est-à-dire qu'il y a certains mots qui vont déclencher chez moi le fait de comprendre la scène, et il y a des metteurs en scène qui vont tout de suite trouver le bon mot, et ça va faire... Parce que je me rends compte, même en ce moment je suis en train de tourner un film, et il y a des moments où je joue la scène, peut-être parce que je suis pas assez préparé ou parce que je suis dans un état différent, je comprends pas ce que je joue. Il y a des phrases, par exemple, en fait je me rends compte que je sais pas pourquoi mon personnage dit ça. Et il y a des fois, au contraire, où c'est très clair pour moi, je ne me pose même pas la question, et en jouant, ça se sent très vite. Et en fait, souvent, les problèmes dans la direction d'acteur, c'est que le metteur en scène ne se rend pas compte que l'acteur, il est complètement paumé, c'est un état très fragile quand on est en train de tourner, on a la caméra, tout à coup, tout est sur vous, les attentions, tout le monde se concentre sur vous, vous êtes au centre de la scène, et on perd un peu ses moyens, et on n'a pas de temps, en fait, on n'a pas les moyens, dans ce moment très tendu, de se reconcentrer, de se dire, ah oui, en fait, mon personnage dit ça parce que ceci, parce que... Donc on a besoin aussi de quelqu'un qui vous rafraîchit la mémoire pour vous dire non, ton personnage à ce moment-là c'est très précis, s'il dit ça c'est parce que ceci, cela, sans rentrer trop dans la psychologie, mais au moins pour savoir ce qu'on joue. D'autant que moi j'ai commencé avec Raoul Ruiz qui était un champion pour vous noyer complètement et que vous compreniez absolument rien de ce que vous faisiez, ce qui est très déstabilisant pour les comédiens. Il se trouve que j'ai eu quand même l'habitude de ça, donc maintenant je suis capable de jouer une scène sans rien piger du tout, ça me dérange pas plus que ça, mais je sais que mon jeu empathie quand même, c'est-à-dire que quand je comprends vraiment ce qui se passe dans la tête de mon personnage, ça se passe aussi dans la mienne, et tout à coup, il y a un naturel, enfin, le jeu s'améliore, quoi. Donc ça passe vraiment par le langage et la façon que le metteur en scène ou le directeur d'acteur a de vous préciser, vous connaissant et sachant vous parler, ce que le personnage doit ressentir à ce moment-là. Est-ce que pour le film qu'on va voir après notre discussion, il y avait des répétitions ou pas? Aucune. Ouais. Ça veut dire que... À part une scène au mariage de danse et de chant, mais sinon non. Justine a voulu, pour la bataille de Solferino, son précédent long métrage, elle avait beaucoup répété. Et elle a trouvé que parfois elle avait obtenu des choses en répétition bien meilleures qu'au tournage. Du coup, pour Victoria, elle a refusé de faire des répétitions. Donc il y a eu quelques lectures, voilà, des lectures plutôt à plat. Mais on n'a pas du tout... Donc pour expliquer un peu comment ça se passe, ça veut dire qu'il y a un décor, les gens installent la lumière, les mouvements de caméra s'il y en a, tout le monde est prêt, et puis là on dit amenez les comédiens, ils sont dans leur loge, c'est ça, on les emmène. Là toi t'es où? T'es où sur le plateau? Alors moi je suis collée on a un retour qui s'appelle un combo, un retour vidéo de la scène qui est en train d'être filmée. Et je suis collée à Justine avec la script. Justine est au milieu, il y a la script à droite et moi à gauche, par exemple. Et voilà, et donc je suis. Et après, parfois je communique avec Justine pendant que la scène a lieu, avec des gestes voilà. Ou soit on se fait un petit bilan juste après la scène, et après, pouf, soit elle y va seule, soit j'y vais, ou soit on se départit la répartition des acteurs et on y va. Enfin voilà, c'est chacune. Enfin, à cette étape-là, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand on tournait en 35 mm, on ne pouvait pas faire autant de prises, sauf à moins d'être Jacques Doyon, mais je veux dire, donc il y avait beaucoup plus de répétitions avant que la scène commence, alors qu'aujourd'hui, en numérique, il n'y a pas de problème de pellicule, donc, et même je me rends compte qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui, comme Justine, ont peur de rater un truc qui pourrait se passer en répétition et qu'on ne pourrait pas reproduire pendant que la caméra tourne. Donc de plus en plus avec le numérique, et moi je trouve ça un grand avantage, on commence à tourner dès les répétitions, et le travail est toujours filmé, donc on peut voir aussi l'évolution de la scène au fur et à mesure des prises, quoi. Et Justine et Cynthia faisaient énormément de prises. Moi je pensais, j'ai pas fait énormément de comédie, ça c'est quand même une comédie, je pensais qu'au contraire il y avait une espèce de légèreté, qu'il fallait être spontané, et en fait non, c'est un des films sur lequel on a fait le plus de prises et que j'ai trouvé assez difficile à faire, parce qu'il y a une question de rythme, il y a une question de réalisme aussi dans les personnages que cherchaient Justine et Cynthia, qui en fait demandent beaucoup plus de travail que ce que j'imaginais. Et ça justement Les premières prises du coup sont parfois les Non, j'ai oublié ce que je pardon.
Les premières prises. C'est comme des répétitions aussi, mais c'est des répétitions filmées. Mais voilà, comme il n'y a pas eu de répétition avant, du coup, Toi, tu as trouvé que sur Victoria, c'était toujours mieux au bout d'un moment? ça dépend. D'accord. Mais en fait, ça peut faire partie de... Non, ça dépend des acteurs aussi, mais parfois il y a des fulgurances au début. Non, moi, globalement, je préférais les dernières prises. C'est vrai. Ouais. Non, parce que le problème aussi, c'est quand tu fais Personnellement. une scène, dans le film de Justine, il y a souvent des scènes à 3, 4 personnages. Ça peut arriver qu'un acteur. Justine aussi, hein, d'ailleurs. En réalité, on préférait les dernières prises, la majeure partie du temps. Parce D'accord. que c'était, on affinait, on affinait, on affinait. Parce qu'il y a cette fameuse histoire où tout à coup, tu as un acteur qui est très bon dans la première prise Ouais. et les autres acteurs qui sont moins bons et ils deviennent meilleurs alors que l'autre est en train de replonger. Donc, comment tu peux gérer ça, toi? Tu as repéré déjà que tel acteur sera meilleur à la première prise et qu'il va, il va, Du coup, il va souvent, plonger. on met en place avec le chef opérateur, quand il y a quelqu'un qui est plus lent au début à se mettre en route, on le filme plus tard. S'il s'agit de chant contre chant, il y a deux personnages. On va d'abord filmer celle qui est très spontanée, qui est rapide et qui donne tout de suite quelque chose. Voilà, de façon Pour pas l'épuiser. Ouais. pour pas l'épuiser. Et après, donc voilà, on trouve des astuces pour. Et ça, c'est le genre de truc que vous cachez complètement aux acteurs? Oui, il vaut mieux pas le dire. Oui. C'est vrai? Non, après, voilà, ouais, non, bah oui. Non, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Quand on est acteur, en fait, on est vraiment dans un état second. Déjà, on a souvent le trac. Ensuite, on est concentré sur son texte. On se regarde un petit peu. On est toujours assez narcissique. Donc, il y a tout un dialogue qui se passe hors de votre portée entre, par exemple, Cynthia et Justine, ou entre le chef opérateur, ou la script et le metteur en scène, dont on n'a pas du tout conscience. Et c'est vrai qu'on peut aussi devenir parano. Moi, je l'ai été, et je pense que d'autres acteurs sur le film Victoria ont été parano, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de prises, ce qui fait que quand on faisait 3-4 fois la même, on se disait, bon, bah là, je crois que c'était plutôt pas mal, et on n'arrêtait pas d'en faire, donc on se sentait coupable, on se disait, merde, c'est parce que je suis pas bon, c'est ma faute, j'ai pas été assez comme ci, comme ça, et heureusement, beaucoup de leur travail, et je pense que beaucoup du travail dans la direction d'acteur, c'est aussi de rassurer l'acteur, et de le mettre dans un état de relaxation quasiment. Et ça, on en parlait hier, il y a toujours un moment chez les acteurs où tu bloques et tu te dis merde, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. C'est ce dont parlait Chiara aussi, où tout à coup tu te dédoubles et tu te vois en train de jouer la scène et là tu perds totalement tes moyens, tout te paraît faux, tu te critiques toi-même en jouant, ce qui sort de ta bouche, tu te dis ah, ça sonne faux, et tu rentres dans une espèce de phase où tu es plus incapable de rien. Moi j'ai déjà vu des scènes où le mec était totalement bloqué, il n'y avait rien à faire pour débloquer cet acteur. Tu as expérimenté ça déjà? Des acteurs qui se bloquent totalement? Peut-être pas à ce point, mais disons que dans ce cas, faut absolument lâcher la tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour lâcher la tête? Je me dis qu'il faut avoir recours au corps. Ça peut être faire des pompes, courir. Enfin, il faut distraire, en fait. Donc, il faut... Pour trouver ce rythme, est-ce que toi et Justine, où vous êtes différentes toutes les deux, donc vous êtes devant le combo, est-ce que c'est à l'oreille? Est-ce que vous êtes plutôt sur à l'oreille, vous écoutez comment il parle? Il y a des cinéastes qui ne regardent pas l'image et qui dirigent les comédiens seulement à l'oreille. Est-ce que vous regardez le combo, c'est-à-dire le cadre, qu'est-ce que la caméra est en train de filmer? Ou est-ce que vous regardez les comédiens sur le plateau, c'est-à-dire leur être vrai comme au théâtre sans le cadre? On est quand même beaucoup sur le combo. Et par contre, Justine a vraiment une direction d'acteur musical pour moi. C'est vraiment quelqu'un. Elle fait du piano. Enfin, c'est vraiment une musicienne. Et elle dirige vraiment à l'oreille. Enfin, c'est même sa direction d'acteur pour moi est musicale. Enfin là, elle va reprendre le texte, elle va même le prononcer, elle va demander presque à imiter. Enfin, elle est très 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 sensible au rythme en fait. Donc elle va même me demander d'accélérer 2 mots. Enfin, il y a vraiment, c'est comme du piano. Enfin, comme une partition musicale. Hein. En tout cas pour Victoria, c'était vraiment à l'oreille. Et avec Melville, il y avait vraiment des moments où on disait là tu respectes aucun point, aucun virgule, tu vas à 100 à l'heure, c'est une logorée, tu es dans sa tête, c'est un train, quoi, un TGV, et il fallait que ça aille à une certaine vitesse. Parfois, on ralentissait ce rythme-là, mais ça, vraiment, c'était comme de la musique. Presque plus des mots vidés, comme des mots vidés de leur sens, parce qu'il est tellement. Enfin. Et toi, tu te sens comme un instrument joué par un chef d'orchestre ou... Ouais, oui, en fait, de plus en plus, pour moi, acteur, c'est vraiment pas un métier. Disons, je ne peux pas considérer un acteur comme un artiste. Pour moi, c'est vraiment un interprète. D'autant plus en France, dans la tradition du cinéma d'auteur qu'on a et tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui est au service. En tout cas, moi, je me sens au service d'un metteur en scène. Et j'imagine que le metteur en scène a cette musique dont parle Cynthia dans la tête. Et mon but, c'est d'essayer de le reproduire
Après, je l'interprète à ma façon et tout ça, mais c'est vraiment d'essayer de coller au plus près de ce que le metteur en scène a dans la tête, quoi. Et dans le cas de Justine, c'est vrai que moi, elle a une façon de s'exprimer, Justine, dans la vie, qui est très particulière, qui est très brouillon, ça va très vite, un petit peu disjoncté dans un certain sens, un peu comme les personnages qu'elle filme, c'est-à-dire ça va trop vite, les angoisses, tout se mélange, on se parle les uns sur les autres, on se met à gueuler tout à coup, enfin, et moi je suis pas du tout comme ça dans la vie, donc j'essayais vraiment de rentrer dans cette mélodie-là et dans ce... Mon but, c'est vraiment d'être au service du metteur en scène. Quand j'ai tourné avec Xavier Dolan, qui est par exemple lui aussi un très bon acteur, il avait exactement pour chaque personnage, et Arnaud Desplechin est un peu pareil, Desplechin qui est aussi un très très bon directeur d'acteurs, ils ont exactement, phrase par phrase, en tête la musique qu'ils ont envie d'entendre. Et donc, je me suis rendu compte que pour être capable justement d'interpréter au mieux ce que vous demande le metteur en scène, il fallait d'abord connaître son texte, mais sur le bout des doigts, il y a vraiment ça, c'est ce qui vous plante en général, c'est quand vous avez des hésitations. Même si on le connaît bien, il y a des fois une angoisse qui fait qu'on perd le fil de ce qu'on veut dire. Mais enfin, il faut arriver vraiment avec le texte hyper en tête. Et de plus en plus, je me rends compte que mon boulot, c'est d'arriver hyper disponible sur le plateau, de pas trop me faire une idée préconçue de ce que va être la scène, pour pas justement être déstabilisé au cas où le metteur en scène me donne des indications qui seraient contradictoires avec ce que moi j'avais en tête. Donc, et en ça, je rejoins un petit peu la technique, entre guillemets, qui est une non-technique du père de Chiara, dont elle parlait l'autre jour, Marcello Mastroianni, qui lui arrivait sur le plateau vraiment les mains dans les poches. Pour lui, c'était un jeu d'enfant. Il se trouve qu'il avait la chance d'être hyper à l'aise et que c'était un homme fantastique, un des plus grands comédiens de tous les temps. Mais je veux dire, sa technique à lui, c'était d'arriver sans préparation, juste le texte. Et après, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? En l'occurrence, c'était Fellini. Mais donc, c'était vraiment pour être disponible. Et si le type lui disait... maintenant, tu vas faire cette scène-là de telle manière, il le faisait, il essayait de le faire, il le faisait à sa façon. Et puis si le type lui disait non, finalement on va changer, tu vas la faire à l'opposé. Et c'est ce qui arrivait sur le film de Justine. Il y a des prises qu'on faisait dans une certaine direction, à savoir que mon personnage devait être super tendu, super nerveux, angoissé. Et puis si ça leur plaisait pas, ou si ça leur plaisait mais qu'elles avaient envie d'aller jusqu'au bout et d'essayer autre chose, tout à coup il fallait que je le fasse au contraire, un peu ailleurs, ou un peu le mec tellement angoissé qu'il tout du coup il arrive presque plus à parler. Et donc ça, pour être capable de passer d'un état à un autre, il faut être le plus disponible et le plus décontracté et ouvert possible. Souvent le blocage, il vient quand un acteur il s'est fait une idée de la scène, il arrive sur le tournage super tendu en se disant ça va être comme ça, et pour peu que la caméra soit pas exactement à l'endroit où il l'avait imaginé, mais de l'autre profil, parce que les acteurs sont, comme je l'ai dit, hyper narcissiques, il se dit ah ben non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça la scène, comme s'il avait lui-même fait sa mise en scène avant que le metteur en scène intervienne. Je pense que c'est une grosse erreur que j'ai beaucoup fait et que les acteurs font souvent. Et par rapport à ta question tout à l'heure de comment on fait en cas de blocage, effectivement, ça rejoint ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut peut-être dans ce cas chercher dans un sens totalement différent. Sortir de ce nœud, quitte à y revenir après, mais vraiment passer par d'autres endroits. Et en fait, avec Justine, on essayait des variations parfois vraiment presque à l'opposé, hein, comme tu dis. Mais du coup, après, tu peux presque... Tu as eu ça entre-temps. Et c'est là, c'est des strates, tout ça, en fait. Ça nourrit à chaque fois. Exactement. Ouais. Oui. C'est pas du temps de perdu. Non. C'est vraiment... Et c'est pour ça que pour vous, les dernières prises sont souvent meilleures parce qu'elles sont faites de tous les essais qui viennent d'être faits. Et est-ce que vous pouvez nous raconter très concrètement, donc le film, vous allez voir, commence par une fête dans un mariage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez tourné cette scène et comment... Ça, c'était un peu épique, c'était au tout début du tournage. Moi, c'était peut-être mon deuxième jour. Et c'est l'ouverture du film, c'est un mariage, tout le monde fait la fête. Enfin, elle voulait vraiment capter justement cette ambiance de fête où tout le monde est bourré, fait n'importe quoi, et pas que ça fasse, comme souvent dans les films, figuration qui fait semblant de danser, mais qu'il y a une vraie énergie. Et notamment pour mon personnage, l'introduction de mon personnage, c'est un type qui est vraiment au bout du rouleau et qui est dans une crise qui se développe pendant le tournage. Et là, c'est toujours difficile les scènes où on est censé être bourré parce qu'on est censé être dans un état second, et de mimer un état second, moi j'ai toujours trouvé ça très difficile, et je pense que souvent les acteurs qui doivent faire une scène où ils sont bourrés, ils picolent. Bon, après ils gèrent plus ou moins leur degré d'alcoolémie. Et là, comme je ne m'étais pas rendu compte et je ne savais pas a priori qu'il y avait tellement de prises qui allaient être faites, que j'ai commencé à picoler pour de vrai. Dans la scène, je dois finir mon verre cul sec, donc 3-4 prises, je me disais ça va aller. L'accessoiriste souvent vous propose est-ce que tu veux vraiment du champagne ou du jus de pomme. Donc j'ai dit non, vas-y, champagne, ça va aller, tout ça. Mais sauf que je me suis pas rendu compte qu'au fur et à mesure des prises, Justine n'avait pas l'air vraiment satisfaite. C'était au début du tournage, donc j'interprétais sa volonté de refaire comme un manquement de ma part. Et
Mais je voulais pas lâcher l'alcool parce que je me disais, bon, bah, après tout, puisqu'on est lancé comme ça, je vais pas revenir au jus de pomme parce que je sentais que ce blocage potentiel pouvait arriver. Donc je me suis dit, bon, là, avec l'expérience, tu te connais, tu sais comment tu réagis. Donc je me dis, non, mise sur l'alcool, mise sur l'alcool. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça m'était jamais arrivé. Au bout de la 20e prise, j'étais totalement bourré. Et je m'éloigne de la scène, comme c'était prévu. Et quand je revenais, je voyais complètement flou, l'équipe, la caméra, tout tournait autour de moi. Et je voyais Justine qui était de plus en plus contente et qui me disait « Ah, ça y est, on commence à y arriver ». Et Cynthia aussi, elle m'encourageait. Vraiment, vous m'avez poussé au crime, ce jour-là. Et je me disais, bon, ben, enfin, et je sentais, même malgré les brumes de l'alcool et tout ça, qu'effectivement, il y avait un truc plus abattu, plus... Et on a gardé, donc ça, c'est arrivé quand même vers la fin, effectivement, qu'on a quand même fait... On n'avait jamais fait autant de prises, hein, pour être honnête. Donc c'est vrai que toi, tu devais être surpris. Et voilà, donc... J'étais à bout. Mais alors, en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui picolent sans dévoiler les secrets du métier. Mais je veux dire, je sais qu'il y a des acteurs qui ont toujours une bouteille, même si c'est pas pour boire, mais ils ont souvent une bouteille d'alcool parce que ça détend, c'est un anxiolytique. Et qui sont meilleurs quand ils sont un petit peu lâchés, détendus, relax. À tel point qu'il y a une anecdote qui est fameuse, je crois que c'était Robert Mitchum qui buvait énormément et tout ça, même pendant les films. Et on lui avait interdit de boire parce que c'était trop et qu'il mettait le tournage en péril. Et donc il avait demandé à son assistant, c'était interdit pour lui de boire, il avait demandé à son assistant d'injecter de la vodka dans des oranges avec une seringue. Et il se faisait des oranges pressées toute la journée. Et en fait, celui qui a eu le point de vue, enfin la phrase j'ai trouvé la plus juste sur le métier d'acteur, bizarrement, c'est Michel Houellebecq, qui a fait l'acteur un petit peu récemment. Et dans une interview, j'ai lu qu'il disait le vrai problème pour un acteur, c'est d'arriver à faire abstraction de tout ce dispositif antinaturel au possible, à savoir la caméra, le perchman, 50 personnes qui vous regardent, le clap. Et tout à coup, vas-y, c'est soit vrai, soit juste. Et il disait, donc, le vrai challenge d'un acteur, c'est réussir à faire abstraction totalement de ces conditions-là pour croire que c'est la vérité et qu'on est seul ou avec la personne à qui on doit vraiment parler. Et donc, lui, il évoquait effectivement les différentes techniques. Certains acteurs qui vont aux toilettes toutes les 10 minutes pour se mettre dans un état second, d'autres qui picolent, et d'autres qui sont peut-être les plus doués, qui ont besoin de rien pour faire abstraction de ces conditions inhumaines, quoi. C'est pour l'alcool. Donc je continue à boire. En plus, vous étiez salope parce qu'à la fin, vous me disiez « Ah ouais, mais il faut peut-être que tu boives aussi dans cette scène-là. » Dans la dernière scène, dans le train, vous m'avez forcé à boire. Bah, justement, la dernière scène dans le train, sans du tout dévoiler la fin du film, comment, toi, comédien, et toi, direction d'acteur, comment vous travaillez le mensonge ou la suspicion du mensonge pour le spectateur? Comment vous construisez cette question-là pour le spectateur? Est-il en train de mentir? Ment-il? C'est une question qui se pose tout de suite dans le film et que Melville doit tenir tout le long du film. Et comment vous avez travaillé ça? Comment le mensonge? Comment un acteur peut transmettre le soupçon de mensonge de son propre jeu au Moi, je pense qu'il faut spectateur? toujours jouer l'innocent. C'est vraiment dans sa tête, tu joues l'innocent parce qu'à partir du moment où il y a le doute est posé, ça sert à rien de jouer le coupable parce que ça n'enrichit pas du tout le. Plus tu joues l'innocent, je suis en train de faire un rôle en ce moment où je joue un schizophrène, un serial killer, et je me rends bien compte que plus je joue l'innocent, plus ça renforce le côté obscur que le spectateur développe lui-même en regardant le personnage, en se disant ah vraiment quel menteur. Et donc, tu n'as vraiment pas besoin de jouer autre chose que la sincérité la plus totale, quoi. C'est un peu l'impression que j'ai eue aussi avec le film de Je te rejoins Justine. complètement là-dessus. Ouais. Oui, mais en même temps, Cynthia, tu parlais tout à l'heure de son dernier regard et de l'ambiguïté du regard. Donc, est-ce qu'il n'y a que de l'innocence dans ce regard-là? Est-ce qu'il n'y a pas une duplicité? Ou alors c'est simplement l'effet Kuleshov, c'est-à-dire c'est la construction du film qui fait que le spectateur... L'effet Kuleshov, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ah oui. Alors l'effet Kuleshov, Kuleshov, c'est un grand cinéaste soviétique et il a découvert un effet de montage très 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 basique, c'est-à-dire
qu'on interprète psychologiquement une image en fonction de ce qui la précède ou ce qui la suit. C'est-à-dire que si on voit un bébé qui pleure et que juste avant on a mis un gâteau, on va dire tiens il pleure parce qu'il veut le gâteau. Si on voit juste avant un type avec un fouet, on se dit tiens il pleure parce qu'il a peur d'être frappé. Enfin, un bébé qui pleure ne veut rien. Non, mais c'est peut-être pas des bons exemples. Mais je crois que c'est non, ça. c'est excellent, c'est très clair. Mais ça c'est très important parce que quand on est acteur, et je pense que c'est une des grandes failles peut-être de l'enseignement de l'acteur, c'est que on le cantonne à son moment de jeu, c'est-à-dire au moment du tournage, alors que c'est évident pour avoir fait un peu de montage, notamment pour les petits films que j'ai fait, que tu montres là-haut. Le montage transforme totalement la performance de l'acteur et même le caractère du personnage. C'est-à-dire que quand tu joues la comédie, tu peux interpréter tout ce que tu veux. Si au montage, tu es monté d'une certaine manière, tout ce que tu as voulu exprimer peut être renversé. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un regard d'un personnage sur lequel il y a une suspicion, par exemple, le regard dure un peu plus longtemps au montage, tu fais tenir ce regard, même si l'acteur est en train de penser à autre chose, ou même si c'est entre les prises que tu as volé un regard, la durée du plan va complètement orienter la sensation du spectateur. Donc ça, c'est... En l'occurrence, c'est ce qui se passe pour ce plan dont on parle dans le train, c'est qu'elle le fait traîner jusqu'à la fin. Elle le fait durer, hein, elle tire dessus. Et du coup, il est trop long, quelque part. Donc c'est plus une histoire de montage, là. Il est trop long et sa durée nous inspire de la suspicion, en fait. Voilà. Bah, Pour moi, du hein, doute, enfin, ouais. Après, il y a peut-être quelque chose quand même, il y a un petit truc rieur. Enfin, il y a Non, d'autres mais moi, choses aussi. le désavantage que j'ai, ou l'avantage que j'ai, c'est que j'ai commencé à faire du cinéma quand j'étais tellement petit que j'ai développé une extra conscience de la caméra, ce qui fait que j'ai toujours l'impression d'être filmé. Bon, là, je trouve que je suis filmé, mais même quand je suis tout seul, j'ai l'impression d'être filmé. Et donc, j'ai beaucoup de mal à m'imaginer qu'il n'y a pas plusieurs interprétations possibles à ce que je vis ou à la façon dont je réagis aux événements. Donc ça, c'est une déformation professionnelle. Mais en l'occurrence, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où j'arrive sur le plateau et que je vois la caméra, je me dis tiens, ils sont en train de filmer, ils vont voler des images avant même que l'action commence, avant même que la caméra soit branchée. Et ça, je me reconnais un petit peu dans Jean-Pierre Léaud, qui a un peu la même expérience. J'ai parlé de temps en temps avec Jean-Pierre sur ce phénomène-là. Et c'est clair que lui aussi, dans sa tête, c'est ce que j'ai cru comprendre, il était en permanence observé, quoi. Donc ça peut atteindre, jusqu'on en parlait l'autre jour avec un ami philosophe qui est ici peut-être, ça peut des fois toucher à la folie. Enfin, c'est vrai que c'est pas très loin la frontière entre le métier d'acteur et la schizophrénie, c'est jamais très très loin, quoi. Donc il se trouve qu'effectivement c'est ambigu parce que des fois on peut penser que l'acteur joue pas alors qu'en fait il est en train de jouer, mais il joue tellement bien que ça se voit pas qu'il joue. Enfin, ça peut rentrer en ligne de compte, ce genre de truc. Tu ressens ça chez tous les comédiens ? Pas du tout, non. Comment tu définirais, enfin toi, quand tu rencontres un comédien, est-ce que tu vois, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un style de jeu pour un comédien vu de ton expérience qui justement Je pense que ce qui me fait le plus peur, c'est quand il y a trop de technicité. Donc ça, je suis très très vigilante à ça. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est très très dangereux dans le sens où il va te donner des recettes. Donc là, dans ce cas, mon entreprise, c'est de casser toutes les recettes et de déstabiliser. Et les recettes, tu les sens parce que tu as du feeling ou ça s'entend à l'oreille qu'il est en train de jouer, quoi? C'est un mélange des deux. Hein. En tout cas, je le sens très très vite. Hein. Ouais. Mais la Les technicité. combines, en fait, c'est les défenses, en fait. Enfin, c'est tout plein de protections, des mécanismes de défense. Et du coup, ça donne un manque de spontanéité. Et pour moi, il faut essayer d'aller rentrer là-dedans pour déverrouiller et réobtenir quelque chose de plus spontané, quoi. Après, c'est parce que j'ai travaillé beaucoup de non-professionnels, donc je suis habituée à une matière très accidentée, mais où il y a des vraies fulgurances et des vraies spontanéités. Donc du coup, je suis à cheval entre ces deux mondes, en fait. C'est pas... Mais le travail de l'acteur, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est d'être à la fois... Et oui, d'utiliser cette technicité et en même temps de s'en libérer. Absolument, oui. Parce qu'il y a tout un pan technique, même dans le métier d'acteur, technique dans le sens où il faut avoir conscience de où est la caméra, donc comment se placer, à quel moment c'est important de donner le maximum parce que le montage risque d'être sur vous, enfin des points de vue vraiment techniques. Et malgré tout ce savoir un peu technique, de continuer à y croire et à s'oublier et à être... Ouais. Tu utilisais un mot pour ça? C'est pas disponible, mais... Je sais plus, sur le tournage, tu venais souvent avec le lâcher-prise. Ah bah oui, Alors c'est quoi le fameux lâcher-prise exactement? Tu pourrais... En fait, je crois que le secret de la direction du jeu d'acteur, pour moi, c'est l'écoute, c'est d'être là, en fait.
Donc le lâcher prise, c'est ne pas être justement avec ce regard extérieur qui survole et qui censure et qui te regarde jouer. Il faut lâcher ça, c'est ce troisième œil qui se détache de toi. Non, c'est ce que tu. Ouais, c'est exactement ça, oui. C'est-à-dire et faire confiance à. Et ouais, et arrive. Mais c'est pas si simple. C'est vraiment. Et puis chacun a son chemin pour lâcher ça. Enfin, mais c'est vraiment être là, dans l'écoute, dans l'instant présent, quoi.